je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Danielle Buch. Le cours sera sous forme d'atelier. Donc, je m'appelle Danielle Buch, je suis rédactrice médicale. Je travaille également en anglais et en français, donc je fais aussi de la traduction. Je fais des révisions de manuscrits, des révisions de demandes de bourse, etc., etc. Et je donne aussi un cours à l'U2M. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont suivi le cours ou non. De toute façon, les exemples qu'on va faire aujourd'hui seront différents, donc ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont suivi le cours l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai donné un cours à l'école d'été. C'était semblable. À nouveau, les exemples sont différents. Donc, même si vous avez suivi le cours, vous pouvez quand même pratiquer la matière. Alors voilà, on y va. C'est participatif. Donc, sentez-vous libre de poser des questions n'importe quand. Je vous demanderai simplement de lever la main pour que je sache qui c'est qui parle. Et puis, donc, vous pouvez m'interrompre n'importe quand avec questions, commentaires, etc. On m'entend bien, en fait? Parfait. Le cours sera également en anglais et en français. Pour moi, je suis bilingue, donc peu importe. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est que c'est un cours sur la rédaction en anglais, la rédaction scientifique en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que la publication internationale, forcément, est en anglais de nos jours. Ça a changé à travers l'histoire. À un moment donné, c'était le français dans les époques de la Russie, d'antan, de l'aristocratie de la Russie, tout le monde parlait français, etc. À un moment donné, c'était l'allemand. Maintenant, c'est l'anglais. Veut pas. Donc, publication scientifique internationale est en anglais. Donc, pour moi, je suppose que c'est plus facile, enfin pas juste pour moi, mais on dit que c'est bien plus facile de réfléchir dans la langue ciblée plutôt que de traduire du mot à mot. Quand on traduit du mot à mot, ça ne marche pas. Donc, les slides seront en anglais pour vous donner un petit peu l'esprit de réfléchir en anglais. Et je vais parler beaucoup en anglais. Soyez confortable de me poser des questions ou de répondre ou quoi que ce soit en anglais, soit en français, peu importe. Alors voilà pour l'intro. Et on y va, c'est parti. Donc, quels sont les objectifs visés? C'est un atelier de 2 sessions, donc c'est ce matin et c'est demain après-midi. Aujourd'hui, on va faire le plain language. Et demain, ce sera le manuscrit, l'abstract. Donc, voici quelques références. Je ne sais pas si le son réverbère. Moi, j'entends un petit peu de réverbération. Ça va? OK. Donc, ça, c'est les références que je vous donne. À travers les diapos, quand j'ai pris quelque chose d'ailleurs, j'ai noté entre parenthèses d'où ça vient. Mais c'est bon aussi pour vous, pas juste parce que c'est une référence, donc je réfère de qui ça vient. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est qu'il y a certainement beaucoup de sites web où vous pouvez travailler des exemples. Donc, si vous voulez travailler un peu plus loin, plus d'exemples que ce que je vous ai donné, vous avez qu'à regarder les références qui sont ici, mais aussi ceux qui sont en bas des diapos. Le PowerPoint, on vous le donnera après, d'ici quelques jours, vous l'aurez. Alors voilà, donc AMA Manual of Style pour ceux qui écrivent en biomédical, Uniform Requirements, Equator Network for Health Research, APA pour ceux qui sont en psycho, mais même en psycho, dépendant de la revue, des fois c'est AMA Style, des fois c'est APA Style, on en parlera demain. Purdue Writing Lab is good. EASE, Guidelines for Authors and Translators. Citable, un petit truc sur le manuscrit, c'est pas très long, mais c'est bon aussi. Search Engine Optimization, Duke University Graduate Writing School Resource. Si vous avez à traduire, moi je me sers de Reverso, je trouve que Reverso est bon. Quand c'est des mots techniques ou quoi que ce soit, Reverso est bon, je trouve. Si vous avez besoin de synonymes, antonymes, etc., thesaurus.com is what I use. Additional references for plain language. So you have different tutorials, guidelines
So you have the Language Portal of Canada. Ça a changé de nom. Dans le temps, ça s'appelait Termium Plus. Ensuite, US National Institutes of Health, the NIH, Federal Plain Language Online Training, and so on and so forth. Donc, qu'est-ce que c'est que Plain Language? Pourquoi est-ce que je commence par Plain Language? OK, ça, on va y toucher aussi. Le plan pour aujourd'hui, ça sera un petit peu l'historique. Quels sont les principes de Plain Language, les 3 C? Qu'est-ce que ça veut dire, les 3 C? Si le temps permet, et je ne sais pas si le temps permettra parce qu'on a commencé tard, il y aura quelques petits exercices à la fin et le post-test. Donc voilà. Le pré-test, vous l'avez reçu, je ne sais pas si vous l'avez fait ou non, mais si oui, ce serait bon pour vous. On ne va pas le faire maintenant. Si vous l'avez fait, super. Si vous ne l'avez pas fait, reprenez quelque chose que vous avez déjà écrit. Et à la fin, ce qu'on va faire, ou du moins ce que vous allez faire, pas moi, c'est de faire un retour sur ce que vous avez écrit et de voir combien vous pouvez l'améliorer avec ce que vous aurez appris aujourd'hui. Donc voilà, Plain Language. Pourquoi est-ce qu'on commence par ça? Parce que c'est vraiment, vraiment à la base de tout ce que vous allez écrire. Plus c'est clair, plus c'est concis et mieux ça vaut, mieux ça se lit, plus ça se lit bien et plus les gens vont le lire jusqu'à la fin. Si ça se lit mal. OK. So, Plain Language, vous avez la femme de ménage et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse tout ce qui n'est pas bon. Legalese, passive voice, jargon, poor design, wordiness, and so on. Et on va toucher à tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est que Plain Language? Si vous, par exemple, pour vous donner un exemple dans la vie d'aujourd'hui, vous allez télécharger quelque chose, quel que ce soit, et on vous demande « I agree ». Cliquez ici « I agree ». Vous l'avez lu? Non. Pourquoi? Parce que c'est long et c'est écrit en tout petit. And who cares anyways, because I have to sign I agree, so I agree. What's in it? No clue. Okay. It used to be the same way, and in many cases it still is, for legal contracts, loans, all kinds of things. Like, for example, when you receive your Visa card agreement, you have 3 or 4 pages, and they've revised it now, okay? But it used to be written tiny, tiny, and there was no way of understanding what they wanted anyway, so who cares? Well, that's not the way to go about things. So in the UK, in England, the writer George Orwell wrote an essay all the way back in 1946 called Politics in the English Language. George Orwell, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a écrit 1984 et Animal Farm. Donc des travaux assez progressifs, il voyait vraiment l'avenir. Et 1984, non seulement il voyait l'avenir, mais on l'a largement dépassé. Big Brother's watching. Oh yeah, Big Brother's big time watching. So, anyways, donc il a écrit en 1946 Politics in the English Language. Et en 1979, il y avait une campagne to combat gobbledygook, jargon and legalese. Aux États-Unis, il y a 2 messieurs, Flesch et Kincaid, qui ont réussi à avoir une certaine formule, un certain algorithme pour déterminer la difficulté à comprendre d'un certain texte. En 2010, ils ont passé le Plain Language Writing Act, qui s'applique à tout ce qui est gouvernemental, tax returns, college applications, legal documents, and so on. La même chose en Europe, 2010, updated annually guidelines. So, les 3 C, qu'est-ce que c'est que les 3 C? Complete, concise, and clear. Ou complete, concise, concrete. Okay? Écrivez en aussi peu de mots que possible pour que ça soit lu rapidement. Les gens aujourd'hui n'ont pas la patience de lire, donc que ce soit écrit lu assez rapidement, mais que ce soit complet et que tous les détails nécessaires y soient. Et que ça soit clair, super clair. Donc, au Canada, on a eu à peu près la même chose en 2006, dans le 2014, Plain Language for Government Communications. The obligation to inform the public includes the obligation to communicate effectively in language that is clear, objective, simple, readily understandable. Use plain language.
en 2015, vous avez eu drug labeling, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu différents consortiums avec différents noms, ça change d'une année à l'autre, mais le Canada en fait partie. Donc, quels sont certains de ces consortiums? Vous avez Clarity International, vous avez Plain Language Association International, dont l'acronyme est PLAIN, et vous avez en 2019 Guidelines avec un ISO standard. Pardon. The intended communication should be so clear that the intended audience can easily find what they need, understand what they find, and use that information. Surtout si vous écrivez pour une revue internationale, ne pas oublier que les lecteurs seront de partout. Donc, leur anglais ne sera pas nécessairement l'anglais de Shakespeare, c'est quelqu'un de l'anglais de l'Angleterre, etc., ou de l'Amérique, quelqu'un qui comprend vraiment bien l'anglais. Non, pas nécessairement, ça peut être lu en Chine, au Japon, n'importe où. Donc, l'important, c'est que ce soit facilement compréhensible. The Center for Plain Language says the first time they read it, ne pas avoir à relire la phrase 20 fois. Writing that is clear, concise, well organized, and follows other best practices, appropriate to the subject and intended audience. Le NIH, writing that is clear and to the point with no unnecessary words. Alors, maintenant les gens me demandent, est-ce que ça veut dire vulgariser? Parce que je ne veux pas vulgariser, c'est une écriture académique que je fais. Non, ce n'est pas vulgariser. Vulgariser, c'est vraiment autre chose. Ça, c'est vraiment écrire pour que n'importe qui puisse le comprendre à première lecture. Alors voilà. Donc voici un exemple de quelque chose qui n'est pas nécessairement bien écrit. Lisez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y aura une pause vers 10h30, 10h45 par là, pause de 15 minutes. Commentaire là-dessus? Oui. Oui, oui, il y a beaucoup trop de répétitions. Autre chose? Est-ce que vous avez compris à première lecture ou vous avez eu besoin de le lire plus d'une fois? Autre commentaire? Alors voici ce qu'on aurait pu écrire. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai appuyé sur le mauvais truc. Oh non. Oh. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, je sais pas ce que c'est. OK. On aurait pu écrire The survey supported the hypothesis that men drink more than women, with 35% of men and 45% of women drinking below binge levels. Est-ce que c'est plus facile à comprendre? Oui. Absolument, absolument, absolument. Ça, j'allais en venir à la fin, mais oui, absolument. Autre chose, vous remarquerez aussi qu'il y a moins de mots dans le deuxième que dans le premier. Aussi, je veux juste vous montrer quelque chose. To support the fact that men drink more than women is. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qui fait là, le is? Okay. Donc, voici le genre de truc qu'on veut éviter. So, readability statistics, c'est le truc de, comment il s'appelle, Flesch et Kincaid. Vous le trouverez dans Word, dans Spelling and Grammar. Alors, ça vous donne word length, sentence length, sentences per paragraph. The Flesch reading ease, plus ça se rapproche de 100% et plus c'est facile. Donc, si vous avez un truc de ease 20, c'est pas très bien. Okay? Flesch Kincaid grade level, 8 equals grade 8 par exemple. Vu que c'est de l'écriture académique que vous allez faire, ça ressemble généralement à du 11, 12, 13, quelque chose de ce genre-là. Mais n'oubliez pas que si vous écrivez quelque chose qui s'adresse à un public plus général que des gens qui sont dans l'académique, il faut que ça soit écrit grade 6, grade 8, pas plus.
Donc c'est juste un truc général, mais keep it in mind. À quoi ça s'applique tout ça? Tous les documents que vous allez écrire. Quel que soit le document, ça s'applique. So, main points. De quoi il va s'agir? Target, donc vous en avez 13 ici. Dépendant des références, il vous en donne 10, il vous en donne 12, il vous en donne 13, mais c'est à peu près la même chose. Target your audience. Who am I talking to? Active versus passive, limited jargon, standard abbreviations, simple vocabulary, short sentences or relatively short, no dangling participles, et on va toucher à tout ça. Well-placed modifiers, verbs versus nouns, specifics versus generalities, short coherent paragraphs, visual clarity, and proofreading at the very end. Super important. Target audience, qu'est-ce que ça veut dire? À qui est-ce que je m'adresse? Par exemple, aujourd'hui, je savais que j'allais m'adresser à ce genre d'auditoire. Si je donnais la présentation à un auditoire différent, ça changerait sensiblement. Okay? Si vous écrivez un formulaire de consentement qui doit être lu, par exemple, par des enfants, quel que soit l'âge, il faut quand même que ce soit abordable, qu'ils puissent comprendre quelque chose et pas juste dire, bon, ben, l'infirmière va leur expliquer. Okay? Donc, quel est le niveau d'éducation? À qui est-ce que ça s'adresse? À combien de monde est-ce que ça s'adresse? Si j'écris un courriel à quelqu'un ou si j'écris un truc pour publication, ce sera tout à fait différent. À combien de personnes est-ce que ça s'adresse? À quel endroit géographiquement est-ce que ça s'adresse? Il y a certaines choses qui marchent dans certains pays et d'autres non. Quel est l'âge? On en a parlé, etc. Aussi, what's the medium? If I'm writing for a website, it's going to be very different from writing for an academic paper, a peer-reviewed journal. Questions on that? So the most important thing is target your audience. If you're writing for Monsieur, Madame, tout le monde, generally no more than grade 6, grade 8 max. So the next thing we're touching is active versus passive. Alors, dans le temps, on disait de ne pas s'impliquer dans l'écriture du papier. Je parle d'une publication in a peer-reviewed journal. On ne s'implique pas personnellement, so it was hypothesized that, it might be expected that, and so on. Mais ça, au fil des ans, ça a changé. Et maintenant, on dit de s'impliquer personnellement. C'est-à-dire, we, us, who, us, the researchers who wrote this paper. We. So we hypothesized that. We expected that. Okay? Donc, c'est à l'actif. Vos verbes sont plus à l'actif, ça passe bien mieux, c'est plus facile à comprendre. Aussi à l'actif, on sait qui est l'auteur de l'action. Quel est le sujet? C'est qui? Okay? Ça, c'est à l'actif. Au passif, on ne sait pas qui c'est qui a fait quoi. Okay? So, aussi, il y a moins de mots. It was hypothesized that, par exemple, c'est 4 mots. We hypothesized that, c'est 3 mots. Vous allez me dire, so who cares? Pardon, un mot de plus, un mot de moins, c'est tout pareil. Non, c'est pas tout pareil. Parce que quand vous arrivez à l'abstract, où il va vous falloir couper des mots, parce que vous avez 350 mots, mettons, et la limite c'est 250, eh bien, chaque mot, ça compte. Okay? Donc, l'actif est préférable, bien plus préférable que le passif pour les différentes raisons que j'ai données. So, it was hypothesized that. How would you change it? We hypothesized that. Or Brown and all hypothesized that, dépendant de si c'est dans la discussion ou quoi que ce soit. Même chose ici. Was reported to be useful for. What was reported to be useful for? Okay. We used whatever for whatever. A questionnaire was chosen and administered. Who did the choosing? And who did the administering? Okay. C'est pas nécessairement la même personne. Eligible participants were approached. How would you change that? Question? How would you change it? Eligible participants were approached. Anybody? Yep.
we approached, or research assistants approached, or nurses approached, but there is a subject. So it's giving us more information when it's in the active. When would you use the passive? What situations would you actually prefer to use the passive? Oui. Oui, quand on n'est pas sûr de qui a fait quoi, parce que l'auteur de l'action n'y est pas, donc on n'est pas sûr, donc ok, on met le passif. When else? When else would you use the passive? Oui. J'ai pas entendu. Une citation, c'est-à-dire? It was said by Brown that? No, I would say Brown said that, right? Or blah, 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 said Brown. So, no. Not particularly, but good try. What else? When else? Wait. Oui, on peut. Parce qu'à nouveau, il n'y a pas d'auteur pour le sujet. Autre chose? Oui et non, c'est-à-dire que si vous savez qui a fait cette action, c'est mieux de le mettre à l'actif, oui. J'ai pas dit qu'on peut pas. On peut, mais on préfère, c'est préférable de le mettre à l'actif. Okay. The study by Brown et al. Showed that. Brown et al. Reported that. 5 studies, 5 studies on the subject showed that, whatever it is. Okay. So when the subject is undetermined, ça on en a parlé, an attempt to dissimulate, quand on ne veut pas dire exactement pour quelque raison que ce soit, on ne veut pas s'impliquer pour quelque raison que ce soit, on ne veut pas prendre la responsabilité de telle et telle action pour telle raison que ce soit. Et aussi, ce que je n'ai pas noté, c'est for variety. Okay, n'oubliez pas que vous avez quelqu'un qui lit le truc. You don't want him to be bored, so every now and again you change a little bit because, you know, for variety, nothing wrong with it. So it's fine. But generally speaking, you prefer the active. So how would you fix this one, for example? This is something that very commonly comes up in any of your papers. Alors, la première chose qu'il faut vous demander, c'est qui est le sujet? Qui c'est qui fait quoi? Ce serait par exemple les infirmières self-reported? Non. Les enfants peut-être, pas les infirmières, ou les participants. Les participants self-reported, whatever. Et le reste? Oui, c'est les auteurs, exactement. Alors, comment est-ce qu'on le changerait? Donc, on met le sujet à l'avant. Participants, what?
le reste? Ouais, ouais. Donc ça donne ça. Participants self-reported, et à ce moment-là, vous metteriez whatever it is, l'information, pour que ce soit plus concret, au lieu de dire data, vous pouvez dire autre chose. Self-reported whatever it is retrospectively, we examine differential equations after adjusting for age and sex. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans vos papiers. Donc, le sujet suivant, c'est jargon. Qu'est-ce que c'est que du jargon? Le jargon, c'est un langage, d'une terminologie particulière à votre domaine ou à votre équipe ou quelque chose de ce genre qui n'est pas nécessairement comprise par le reste du monde scientifique ou le reste du monde entier, whichever it is. So, à nouveau, target your audience, know who you're talking to. Si vous écrivez quelque chose que vous comptez publier, par exemple dans Nature ou dans Science, quelque chose qui s'applique à différentes disciplines, vous voulez que le sujet soit compréhensible par qui que ce soit qui lise la revue. Okay? C'est normal. Donc, try to either eliminate jargon, which is very difficult, or at least to define it right away. Okay? When would you limit jargon? In a lay summary, for instance. Si vous écrivez une demande de bourse, par exemple, pour les IRSC, ils vous demanderont a lay summary. Qu'est-ce que c'est qu'un lay summary? On va en parler demain un peu plus. A lay summary, c'est quelque chose que monsieur et madame tout le monde puissent comprendre. Okay? A press release, à nouveau, c'est adressé pour que les médias reprennent l'information. Vous préférez que ce soit vous qui écriviez l'article plutôt que le journaliste qui puisse peut-être ne pas comprendre. Donc, vous écrivez dans un langage un peu plus vulgarisé. Communications to individuals, par exemple, des formulaires de consentement et naturellement des sites web qui sont lus par tout le monde. Alors voilà, donc de toute façon, quel que soit votre domaine, quel que soit le papier, la revue pour laquelle vous écrivez, c'est toujours important de définir le jargon dès le début. Ils ont fait une étude, ça c'était en 2021, ils ont fait une étude de savoir le jargon dans le titre et dans l'abstract comparé au nombre de citations. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que specialized terminology reduces the number of citations. Right? So if overuse of jargon prevents a reader from understanding the message, this paper is unlikely to end up being among the chosen few. Given that the title and abstract bait the reader's interest, scientists might want to restrict jargon use to sections where its use is unavoidable. Ceci dit, n'hésitez pas à mettre des mots-clés dans le titre et dans l'abstract. Eux aussi, ils ont des mots-clés là-dedans, specialized terminology, citation, scientific papers. Alors, n'hésitez pas à mettre des mots-clés, mais faites attention que ce soit compris par tout le monde. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on fait? Alors, mettons ici, c'est juste un exemple. C'est tiré d'un papier. Extremely preterm infants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, extremely preterm? Alors, voici la définition. Represent blah, 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 and so on and so forth. Moderately preterm neonates, et à nouveau, vous avez la définition ici. Donc, par la suite, vous pouvez vous servir de ces termes, mais il faut a priori les définir. Ce qui nous amène aux abréviations. Okay? Les abréviations sont une forme de jargon super spécialisé, mais super hermétique pour celui qui ne les connaît pas. Donc, évitez à tout prix les abréviations non standards. Alors, vous avez décidé, pour quelque raison que ce soit, que ce terme-ci devrait être remplacé par une abréviation, mais ce n'est pas une abréviation que tout le monde se sert, c'est juste votre équipe, mettons, qui s'en sert. Évitez. Okay? Ne mettre des abréviations que si c'est servi au moins 4 fois. And of course, define at first use. Always, always, always. Quelle que soit l'abréviation, aussi commune qu'elle soit, toujours la définir au départ. Pourquoi? Parce que dépendant du domaine, dépendant du lecteur,
la même abréviation peut servir à autre chose. Donc c'est super important d'être clair. Defined separately for each figure and table. La plupart des revues demandent que quand vous allez faire une table ou une figure, redéfinir toutes les abréviations dont vous vous servez, même si c'est déjà défini dans le texte. Pourquoi? Parce que le tableau figure est censé être indépendant du texte. On doit pouvoir comprendre le tableau ou la figure sans avoir lu le texte. Okay? Alors, juste pour vous montrer, mettons que si c'était abrégé, on mettrait, mettons, Extremely Preterm Infants, EPT. Mettons qu'ils ont décidé de se servir de cette abréviation-là. Et à nouveau, la définition. Okay? Super important de toujours définir les abréviations au premier usage. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. C'est quoi? J'ai du mal à vous entendre. Oui. Oui, mais c'est important de les redéfinir dans le texte. Même s'il y a une liste d'abréviations, et souvent la revue vous demandera d'ajouter une liste, même si cette liste existe, la première fois que vous vous en servez dans le texte, il faut la définir. Ce n'est pas nécessaire de redéfinir à nouveau à chaque fois que vous commencez une nouvelle section, parce qu'il y en a qui s'imaginent que si la section elle change, il faut redéfinir. Non, pas nécessairement. Mais c'est important de le définir au départ, la toute première fois dont on s'en sert. Et ensuite, par esprit de cohérence, on se sert à chaque fois de l'abréviation et toujours nécessairement de la même. Okay? Donc, pas jouer à des fois mettre le terme et des fois mettre l'abréviation. Toujours la même chose. Okay? Ensuite, simplify vocabulary. À nouveau, souvenez-vous que pas tout le monde a l'anglais comme langue première. Donc, vous voulez que ce soit compris à première lecture, servez-vous d'un vocabulaire plus simple. Alors, voici des exemples. Advanced planning, is there a difference between advanced planning and planning? Planning is always done in advance, right? So you don't need to say advanced planning, plus it saves you one word. After this is accomplished, then, again, one word instead of 4. By the way, ce n'est pas nécessaire que vous preniez des notes nécessairement parce que je vais vous donner les PowerPoints dans quelques jours. At an early date becomes soon. Le fameux mot utilize, it's dropped out of favor. It's considered a little bit, not archaic yet, but it's going out. Use. It means exactly the same thing for most purposes, so stay away from utilize, just use. And that's it. In order to can be, most of the time, just say to, except if there really is a question of confusion when you read it. Usually 2 is enough. 5 in numbers, 5. There's really no difference. It would be appropriate for me to begin by saying that. Say first. So it's just a list. It's not a full list by any stretch of the imagination. The other thing I wanted to point out, figure 1, okay? Or table 1, or whatever it is. In brackets, you don't need to write a whole sentence. The whatever it is will be shown in table 2. No, just say whatever you need to say and just put table 2 in brackets. Everybody knows if it's in brackets, table 2, you just go to table 2 for more information. And that's it. So keep your paper as short as possible, short and sweet. Up to, let's go. Okay? Now, shorter sentences. They say not to make a sentence that's not more than approximately 20 words. It could be more, I mean, depending on the text and so on and so forth, but try to keep them short. So things that appear here, for example, there are, try to stay away from them. There are several studies that have focused on, why not just say several studies focused on? Okay, you've right away eliminated how many words? And just get straight and to the point. What this proposal will focus on. What does that mean? Okay, just say this proposal will focus on. That's it. Stay away from it if you possibly can. It should be pointed out that barriers included. How would you change that?
it should be pointed out the barriers included. How would you change it? If you wanted to remove it. Anybody? Wait. Yeah, barriers included. Or if you really want to put additional emphasis on it, of note, barriers included. That's it. It is believed that a more equitable program would, again, a more equitable program would. There's no, like those 4 extra words don't add anything. They just make the reading a little bit more cumbersome and a little longer. And I'm saying a little longer, but if the whole paper is written that way, it makes it a lot longer. So just keep that in mind. Okay, how would you cut this? Here's one. Anybody? Mm-hmm. Okay, et mettre quoi? We shall be glad to furnish such additional details as may be required by phone. Yes. Enlevez ça au moins, oui. Vous pouvez continuer. There's still a lot of stuff there. Such additional details as may be required. Oui. Well, by phone. Don't take out the information. Okay. Anything else? If you have any questions, please phone. And it's active, you'll notice. Like instead of information will be available, that's the passive. You say, if you have any questions, please phone. That's it, short and sweet. Here's another one. What I want to point out here as well, not only is the sentence long, but you want to keep your subject short and at the beginning. So what you want in English, the structure of a general structure of a sentence in English is, in its most simple form, is subject, verb, object. Okay? This does something. Okay? So you want to keep your subject short and at the beginning if you can. So what is the subject here? Where's the subject? The what? Yes, but as written, what's the subject? That is the subject, but as written. The way it appears now, what's the subject? Levez la main, sinon je sais pas qui c'est qui parle. Oui. No, it's the young male rats. We're talking about the young male rats, but the subject as written is like really long. Yes. Somebody put up a hand. C'est quoi? Un peu plus fort pour que tout le monde vous entende. Oui, exactement. Le sujet, il a à peu près 4 lignes. Le sujet tel qu'écrit, c'est the young male rats that were from the same colony as the rats with symptoms of the disease, but which do not show symptoms of the disease at this stage of their development. That is the subject. That's a little hard to get through. It's a mouthful. The verb is were used. Again, it's in the passive. And the object is an indirect object, a control group. Okay? But what are we really talking about? What do we really want to say? Okay, but I want to also say something about that they didn't show signs of the disease at this stage, okay? They didn't have symptoms yet. Doesn't mean they won't, but they don't yet, okay?
À nouveau, je veux pas retirer de l'information, je veux juste le faire plus simple à lire. Alors, dans l'intérêt du temps, parce qu'on a commencé un peu tard, symptom-free young male rats were used as the control group. Period. These rats were from the same colony as the rats showing symptoms of the disease. Okay, so now you've got all your information. It's in two sentences. It's in two sentences. One of them is 10 words, the other 15 words. So in terms of length, it's not bad. It's still a little not so great. Suggestion? Yeah. Yes, it's still in the passive. That is correct. Again, you can write in the passive. It's not totally a no-no. Because sometimes for variety, you want to use the passive, so it's not totally horrible, though you prefer the active voice, yes. So how else could you say this? If you wanted to make it shorter still. And again, do not remove information. Mm-hmm. Showing symptoms of the disease. It's still a little heavy. It's shorter, but it's still a little heavy. Anything else? So here I put it into the active. The control group, after all, we're not really talking about the rats. What we're talking about is an experiment. You have two groups. You have the experimental group and you have a control group. So what we're really talking, our real subject, is the control group. So the control group consisted of young male rats from the same colony, comma, at a stage that was still symptom-free. So all your information is in here, but now the emphasis is on the control group, not just on the male rats. And you're not repeating things constantly. So here you had so many lines. Here you now have 19 words instead of 40. And 19 words falls into your less than 20. And it's active. Comments, anybody? Does everybody see that? Mm-hmm. Consisted of? Yes, you can, yeah. Yes, except that I don't want to remove information. And the thing that's bothersome is this phrase here, which do not show signs of the disease at this stage of their development. So in other words, when they're young, they're disease-free, these particular rats. They don't have it yet, as opposed to the other ones maybe who do. But it doesn't mean that later on when they're adults, they won't get it. They might. So I didn't want to remove that information. Okay? So this is why I put at a stage that was still symptom-free. Okay? Anybody else? Okay. So we come to something called dangling participles. What's a dangling participle? If you have two phrases, see, like here you have one phrase, and here you have the main sentence. The main sentence, a CT scan was done. Okay? You expect that this phrase, which has a verb, but it's a participle, it's not the full verb, you expect that the subject of this clause is the same as the subject of this one. So after filling out the question, the way it's written, after filling out the questionnaire, the CT scan was done. Did the CT scan fill out the questionnaire? I mean, you know that that's not true, right? CT scan didn't do anything of that sort. But grammatically, it's wrong. Okay, grammatically, the subject here should be the subject there. How would you fix it? Mm-hmm. Oh, okay, well, shoot.
Okay. All right, go. Go for it. Say that again? The participants didn't do the CT scan. CT scan was done to them. But, okay, so you want to say after filling out the questionnaire, participants, something or other, a CT scan, yes. Yeah, 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 yeah. Yeah, you could. You could. You could. After filling out the questionnaire, participants proceeded to a CT scan. Along the same lines. As long as your subject here is the same as your subject there, you're okay. What about this one? What's the subject of the first clause and what's the subject of this one? And is it the same? You can ask yourself, what is the subject of this clause? Mm-hmm. Yeah, but is it the same? Is the fact that, is that we? No, it's not. Correct? So, yeah. So how would you fix it? Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. You could say that. Mm-hmm. What was the first word? I didn't hear it. A what? Not having? Not having prevented us? Again, you're back into your participle. Not having, what's the subject? We prevented us. So you're back to the same situation. I agree in everyday language we use that sort of construct, but it's not grammatically correct. Anybody else? Yeah. Yes, you can. Yes, you can. Except that, like I said earlier on, we try to stay away from this, there is, it. People use it a lot, but it's not great writing. Try to stay away from it. Anybody else? So you ask yourself the question, what is it that's doing the preventing? I mean, she was right. It's the fact that we didn't have the second post-intervention sample. So why not say the lack of a second sample precluded testing? And now you've got the whole thing in the active anyways, eh? So the lack of a second sample, or a second post-intervention sample, whatever it is, precluded testing of. Means exactly the same thing. It's shorter. It's in the active. And you no longer have this question of what's the subject, what's not. Any questions on that? Good? Okay, so I'm going to stop for a break. Il est 10h30. Vous avez un quart d'heure. So, on reprend juste avant 11h moins quart. Ça va?